La lumière du petit matin filtrait à travers la fenêtre alors qu'Amelia Carter se tenait devant le miroir, pliant soigneusement une note manuscrite qu'elle prévoyait de coller sur le cadeau d'anniversaire de Mason. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'excitation. Le plan se dessinait depuis des semaines. Mason avait été temporairement déplacé pour le travail et elle ne l'avait pas vu depuis près de 2 mois. Il ne s'attendait pas à sa venue. Il pensait qu'elle serait trop occupée, trop fatiguée. Mais Amelia avait d'autres idées. Elle allait conduire pendant 12 heures, bravant n'importe quel temps qui se mettrait sur son chemin. Elle allait le surprendre avec le gâteau qu'elle avait préparé elle-même et lui offrir l'agenda relié en cuir qu'il avait admiré dans un magasin l'année dernière, gravé de ses initiales. Cette année, se murmura-t-elle, il se souviendra que je le connais encore mieux que quiconque. Elle fit ses bagages avec intention. Son parfum préféré vaporisé sur une écharpe qu'elle glissa dans son sac. Le gâteau soigneusement scellé dans une glacière. Une petite pochette en velours contenait la montre en or qu'elle avait emballée elle-même. Quelque chose qu'elle savait qu'il avait toujours voulu, mais jamais acheté. Elle sourit à la pensée de sa réaction. Mason va être tellement surpris, dit-elle à voix haute, sa voix tremblant de joie. Avant de partir, elle envoya un SMS à Suzanne. Astérisque je pars pour le week-end. Je te raconterai tout à mon retour. Grosse surprise astérisque la réponse de Suzanne arriva presque immédiatement. Astérisque sois prudente. La pluie arrive astérisque mais Amelia l'ignora. Rien. Absolument rien. Ne pouvait éteindre le feu dans son cœur ce matin-là. Elle était prête à rappeler à Mason leur amour. Le bruit des essuie-glaces n'avait pas encore commencé, mais les nuages s'amoncelaient, épais et lourds, alors qu'Amelia se frayait un chemin dans la circulation hors des limites de la ville. En conduisant, un souvenir commença à fleurir, un souvenir qui remuait une profonde douleur de nostalgie dans sa poitrine. C'était leur 3e année de mariage, et ils étaient assis dans un petit restaurant bon marché éclairé par des ampoules vacillantes. Mason avait ri de son anniversaire de rêve, bien que son ton ait été plus mélancolique qu'humoristique. « Je ne veux pas d'une salle bondée », avait-il dit en remuant le reste de sa soupe au poivre. « Je veux juste la musique que j'aime, des lumières tamisées, du bon vin, un gâteau personnalisé, et quelqu'un qui me tend un cadeau que je n'oublierai jamais. Quelque chose de cher, mais qui vient du cœur, tu vois. » Amelia avait souri alors, rangeant chaque détail. Il ne s'agissait pas de grandeur, réalisa-t-elle, mais d'être vue, d'être célébrée sans faux semblant. Elle n'avait jamais oublié cette nuit-là. Même lorsque la vie était devenue bruyante et difficile, cette conversation particulière avait survécu dans son cœur comme une note pressée entre les pages d'un livre. Et maintenant, des années plus tard, elle était déterminée à réaliser ce désir silencieux qu'il avait autrefois murmuré dans l'air comme un souhait. Elle avait choisi le vin qu'il aimait, celui qu'ils avaient partagé pour la première fois lors de leur lune de miel, et avait préparé elle-même un gâteau Red Velvet à 2 étages, le glaçant à minuit dans leur cuisine. La boulangerie demandait un prix trop élevé, et elle avait dû réduire les coûts quelque part. Ses mains avaient tremblé alors qu'elle le décorait de poussière d'or comestible et écrivait astérisque à Mason, pour chaque année où je te choisis encore astérisque en une jolie écriture cursive. Elle avait même acheté une enceinte Bluetooth pour recréer l'atmosphère, la chargeant d'une playlist de ses morceaux de jazz préférés. Alors qu'elle approchait de la sortie de l'autoroute, les nuages se fendirent, et une bruine commença à tapoter le pare-brise. Elle se sourit, non pas par naïveté mais par espoir. Il mérite qu'on lui rappelle, murmura-t-elle, que quelqu'un s'accroche encore à la version de lui que le monde a oubliée. Et à ce moment-là, Amelia crut que les kilomètres et la tempête à venir n'étaient qu'une route qui ramenait à l'amour, une surprise à la fois. 2 jours avant le voyage, Amelia se tenait devant le comptoir en verre poussiéreux d'un vieux prêteur sur gages, niché dans un quartier plus calme de la ville. Ses mains serraient la boîte à bijoux en velours, celle qui n'avait pas été ouverte depuis plus de 6 ans. À l'intérieur se trouvaient 3 pièces. Un collier avec un pendentif en forme de larme d'or, un bracelet fin gravé du nom de sa mère, et une paire de boucles d'oreilles en forme de pétales de rose, les derniers cadeaux de sa défunte mère avant que le cancer ne l'emporte. La gorge d'Amelia se serra alors qu'elle les posait doucement sur le comptoir. Sentimentale, dit-elle doucement au propriétaire de la boutique. C'était un homme plus âgé aux yeux bienveillants qui les examina sans jugement. Elles rapporteront assez, dit-il. Êtes-vous sûr? Elle hésita, puis hocha la tête. Oui. J'ai besoin de donner à quelqu'un quelque chose qui lui dise que je crois encore en ce qu'il était.
Elle n'expliqua pas davantage. Il ne posa pas de questions. Elle quitta la boutique avec une liasse de billets et un silence si épais qu'il résonna dans ses oreilles tout le long du chemin du retour. Ce soir-là, Suzanne passa à l'improviste, tenant un plat à gratin et de la suspicion dans les yeux. « Tu as été silencieux ces derniers temps », dit-elle en posant la nourriture sur la table de la cuisine. Amélia força un sourire et s'occupa à plier des serviettes. « Juste des trucs de travail. J'avais besoin de temps pour me remettre à zéro. » Suzanne s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. « Tu recommences à faire ça. Tu te renfermes sur toi-même quand quelque chose ne va pas. Je te connais. » Amélia eut un léger rire et prit son thé. « Eh bien, peut-être que j'ai juste besoin de disparaître quelques jours. Je prépare quelque chose pour Mason. » Suzanne plissa les yeux. « Amélia, est-ce qu'il le sait? Où est-ce qu'il loge en ce moment? » Elle hésita. « À l'hôtel Arcadia. Je pensais juste lui faire la surprise. Tu sais, ramener un peu de magie. » Suzanne expira, la tension claire dans ses épaules. « D'accord, promets-moi juste de m'appeler si quelque chose te semble bizarre. » Amélia hocha la tête, son sourire faible. La vérité était déjà emballée, pliée entre les kilomètres, trempée de sacrifices. Elle ne pouvait pas dire à Suzanne qu'elle avait vendu son passé pour raviver un présent qui ne l'attendait peut-être même plus. Le ciel s'assombrit alors qu'Amélia s'engageait sur l'autoroute, la route s'étirant à l'infini devant elle, comme un ruban d'incertitude. Le premier grondement de tonnerre roula lentement, lointain au début, mais résonnant plus fort à mesure qu'elle s'éloignait de la chaleur de la familiarité. La pluie commença par un léger crépitement, mais se transforma rapidement en rideau d'eau, tambourinant contre son pare-brise. Ses mains se resserrèrent sur le volant. Les essuie-glaces balayaient frénétiquement, mais la visibilité chuta à peine 3 mètres. Pourtant, elle continua. Chaque goutte semblait être une question. Astérisque, sais-tu vraiment dans quoi tu t'engages? Astérisque, mais Amélia ne s'y a pas. Elle avait déjà traversé des tempêtes émotionnelles aussi. Elle était restée pendant les pertes d'emploi de Mason, les mois où il la touchait à peine, les dîners silencieux. Elle se disait que ce n'était qu'une phase. Astérisque, il reviendra à la raison. Astérisque, avait-elle toujours murmuré. Mais maintenant, avec la route trempée et sans fin, son cœur s'accrochait à une promesse de clarté. Si seulement elle pouvait l'atteindre, voir ses yeux, sentir ses bras l'entourer à nouveau. La radio vacillait entre grésillement et musique faible. Elle tapota le volant alors que la chanson préférée de Mason passait accidentellement. Astérisque When I Fall in Love. Astérisque. C'était celle sur laquelle ils avaient dansé pieds nus dans leur salon quand l'électricité avait été coupée cette année-là. Ses yeux s'embuèrent, et pendant un instant, elle ne sut pas si le flou venait de la pluie ou des larmes. « Mon Dieu, marmonna-t-elle, s'il te plaît. Fais juste qu'il se souvienne. » La voiture trembla légèrement alors que le vent la poussait sur le côté, et elle ajusta sa prise. Un énorme camion passa à toute vitesse, projetant une vague d'eau sur son pare-brise. Amélia halta et dévia légèrement, le cœur battant. Elle stabilisa le volant, respirant à travers sa panique. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle maintenant. Pas maintenant. La tempête était violente, oui, mais elle avait vécu pire entre les 4 murs de leur mariage. Ça, c'était la partie facile. Elle serra la petite enveloppe à côté d'elle, la note manuscrite pour Mason. Les mots à l'intérieur étaient fragiles, comme son cœur. Elle ne réalisa pas alors que les tempêtes se présentent sous de nombreuses formes, et que parfois, elles ne se terminent pas lorsque le ciel s'éclaircit. La pluie s'adoucit en un rythme régulier, presque comme une berceuse, alors qu'Amélia continuait sur la route sinueuse. Le silence dans la voiture était épais, rompu seulement par le bourdonnement des pneus et le grincement occasionnel du tableau de bord. La tempête s'étant enfin calmée, son esprit vagabonda, sans y être invité, vers le passé, les moments tendres et silencieux qui avaient tissé son amour pour Mason. Elle se souvint de la nuit où il lui avait dit pour la première fois qu'il l'aimait, non pas par un grand geste, mais au milieu d'une dispute pour avoir oublié un anniversaire. Il s'était tenu à la porte, trempé par la pluie, tenant un bouquet de fleurs sauvages qu'il avait cueillies sur le bord de la route. « J'oublie peut-être la date, » avait-il dit, la voix brisée, « mais je ne t'oublie jamais, toi. » Cette phrase avait ancré son cœur. C'était un souvenir qui s'accrochait encore à elle, comme l'odeur de son parfum sur son oreiller, quand il était parti pour le travail. Maintenant, en regardant le siège passager vide,
elle pouvait presque le voir là, riant de ses mauvaises indications routières, ou tendant la main pour serrer la sienne au feu rouge. Les fantômes de l'amour étaient parfois plus bruyants que les vivants. Elle essaya de se distraire, en activant l'application d'enregistrement vocal sur son téléphone. Une habitude qu'elle avait développée des années auparavant en écrivant de la poésie. Elle cliqua sur enregistrer et murmura « 12 heures. Pour un homme que j'aime encore, même s'il a cessé de me montrer ce qu'il ressent. Je ne sais pas ce qui m'attend au bout de cette route. Mais je sais ce que j'apporte avec moi, l'espoir, l'histoire et un cœur têtu. » Sa voix trembla, et elle rit doucement, embarrassée par sa propre vulnérabilité. On dirait que je me prépare pour une bataille, n'est-ce pas? Elle mit l'enregistrement en pause et posa le téléphone sur le siège à côté d'elle. Parfois, parler dans le silence l'aidait à se sentir moins invisible. Un éclair déchira le ciel devant elle, illuminant la route juste assez longtemps pour qu'elle voie un panneau publicitaire délavé. Astérisque bienvenue à Brentwood, 76 miles astérisque. Son cœur s'emballa. Elle n'était plus loin maintenant. Chaque kilomètre derrière elle semblait être une décennie enlevée à son âme. On a traversé pire, se murmura-t-elle. Mais même en le disant, un sentiment froid et incertain commença à s'enrouler autour de ses côtes, se resserrant à chaque kilomètre parcouru. De retour en ville, Suzanne était assise sur son canapé, son téléphone à la main, fixant le dernier message d'Amelia. Son amie était restée complètement silencieuse pendant des heures, et bien que Suzanne ne veuille pas paraître paranoïaque, quelque chose dans le message la dérangeait profondément. La formulation était étrange. Amelia ne disait pas habituellement « je te raconterai tout à mon retour ». Ce genre de vague était inhabituel. Suzanne jeta un coup d'œil à l'horloge, 23h03. Elle soupira lourdement. Elle composa le numéro d'Amelia pour la 3e fois. Il sonna et sonna avant de basculer sur la messagerie vocale. « Allez, Lia » murmura-t-elle dans le téléphone. « Au moins, envoie-moi une note vocale ou quelque chose. » Elle tapa rapidement. Astérisque, tu vas bien? Où es-tu? S'il te plaît, ne me laisse pas dans le noir. Astérisque. Au moment où elle appuya sur envoyer, elle ouvrit son navigateur et tapa les alertes météo pour l'autoroute de Brentwood. Son écran clignota en rouge, astérisque risque d'inondation, extrême prudence conseillée astérisque. Son cœur se serra. Elle ne savait pas exactement où était Amelia, mais si elle était quelque part près de cette route, elle ne luttait pas seulement contre un chagrin d'amour. Elle conduisait vers le danger. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel faiblement éclairée par des ampoules chaudes et une musique d'ambiance, Mason faisait défiler son téléphone, ignorant complètement les 3 messages non lus d'Amelia qui étaient arrivés des heures plus tôt. Nancy était allongée sur le lit dans un peignoir en satin, gloussant en se versant un autre verre de vin. « Tu es silencieux, chérie » taquina-t-elle en s'étirant comme un chat confortable. Mason eut un sourire narquois, jetant son téléphone de côté. Juste des trucs de travail, mentit-il. D'ailleurs, ce soir, c'est pour célébrer. Nancy leva son verre. À toi, roucoula-t-elle. Et à l'oubli de tout ce qui t'a jamais rendu malheureux. Mason entrechoqua son verre avec le sien et força un sourire. À l'oubli, répéta-t-il. Au fond de lui, quelque chose dans sa poitrine se serra, une légère culpabilité momentanée. Mais elle passa comme une brise. Il avait déjà réécrit sa vie. Il avait déjà enterré une vérité qu'il ne voulait pas affronter. Et à chaque gorgée de vin, chaque faux sourire, il enfonçait l'existence d'Amelia plus profondément dans le sol. De retour sur la route, son nom restait non lu sur son écran, brillant faiblement comme un fantôme qu'il espérait ne jamais voir ressurgir. Au moment où Amelia arriva à l'hôtel Arcadia, la pluie était revenue en rideaux épais, estompant la lueur dorée de l'enseigne de l'hôtel alors qu'elle s'engageait dans l'allée circulaire. Ses mains tremblaient alors qu'elle garait la voiture et coupait le moteur. Le moteur s'arrêta en bourdonnant, mais son cœur ne cessa de battre à tout rompre. Elle sortit, les jambes engourdies par le long trajet, les vêtements humides depuis qu'elle avait ouvert sa fenêtre pour demander son chemin à un pompiste. Ses chaussures étaient trempées et ses boucles collaient à son front. Pourtant, elle tenait fermement le sac à dos et coinçait la boîte à gâteaux sous son bras. La réception était élégante et moderne, les sols en marbre blanc reflétant les lustres tamisés au-dessus. La jeune réceptionniste leva à peine les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Bonjour » commença Amelia en s'éclaircissant la gorge. « Je suis ici pour la célébration de l'anniversaire de Mason Carter. Je suis sa femme. »
L'employé s'arrêta et tapa quelque chose lentement. Ses yeux se plissèrent. « Je suis désolé, madame. Cet événement est privé. Liste d'invités uniquement. » Son cœur manqua un battement. « Pouvez-vous juste lui dire que sa femme est là ?» L'homme regarda de nouveau son écran, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé. Je ne vois personne de ce nom lié à la réservation, dit-il prudemment. » Les sourcils d'Amelia se froncèrent. « Ce n'est pas possible. Il m'attend. Dites-lui juste Amelia. » Elle s'arrêta. Un agent de sécurité corpulent apparut d'un couloir comme s'il avait été convoqué par l'attention. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, ses yeux balayant l'apparence trempée d'Amelia. L'employé secoua la tête. « Non, elle n'est juste pas sur la liste. » La gorge d'Amelia se serra. « S'il vous plaît. » dit-elle, la voix brisée. « Demandez-lui simplement. Mason Carter. Il est ici. Je suis sa femme. » L'agent de sécurité pencha la tête. « Madame, le dossier de Monsieur Carter indique qu'il n'est pas marié. Êtes-vous sûre d'être au bon événement ?» Cela la frappa comme un coup de poing. Elle recula d'un pas. Sa vision se brouilla. Non plus à cause de la pluie, mais du choc. Elle regarda autour d'elle le hall, poli, chaleureux, accueillant. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi déplacée de sa vie. « Je suis sûre », murmura-t-elle. Mais à ce moment, les murs de la vie qu'elle avait construite commencèrent à vaciller. Quelque chose n'allait pas. Et elle était sur le point de découvrir à quel point tout n'allait vraiment pas. Amelia ne répondit pas à l'agent de sécurité. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais sa voix la trahit. L'employé retourna à son écran, faisant semblant de taper, tandis que des invités passaient en tenue élégante, costumes, talons, pochettes, glissant comme des fantômes autour d'elle. Ses pieds restèrent plantés sur le sol de marbre froid, ses chaussures trempées faisant de légers couinements à chaque pas hésitant. Puis elle aperçut un membre du personnel de l'hôtel poussant un chariot de livraison en acier inoxydable vers l'aile des banquets. Sans réfléchir, elle se dirigea vers lui. « Excusez-moi, dit-elle, ses yeux se posant sur son badge. « Tolu, c'est ça ? J'ai une livraison personnelle pour cet événement. » Tolu la regarda, perplexe mais gentil. « Vous êtes une fournisseuse. » Elle souleva la boîte à gâteaux et le sac à dos. « En quelque sorte. »« S'il vous plaît, j'ai conduit longtemps. » Tolu hésita, puis fit un léger signe de tête, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « D'accord, restez juste derrière moi et faites comme si vous étiez à votre place. » Et sur ce, Amelia passa la barrière, non pas comme une épouse, ni même comme une invitée, mais comme une cargaison. Le couloir menant à la salle de bal était rempli de jazz étouffé et de rires feutrés. Amelia s'essuya le visage avec sa manche et essaya de se recoiffer dans le reflet d'un miroir mural. Son apparence ne correspondait pas à l'ambiance dans laquelle elle entrait. Pas de maquillage, chemisier froissé, yeux gonflés, mais peu importait. Tout ce qu'elle voulait, c'était le voir, juste voir son visage. Au moment où elle entra dans la salle de bal, une explosion de musique l'engloutit. Des lustres scintillaient au-dessus d'invités élégamment vêtus. L'odeur de cannelle, de champagne et de cire de bougie emplissait l'air. Elle se déplaça tranquillement, le gâteau à la main, longeant les bords de la foule. Personne ne la remarqua, personne ne lui jeta même un second regard. C'était comme si elle était invisible, une ombre effleurant la célébration. Elle balaya la salle du regard, cherchant. Puis ses yeux se posèrent sur lui. Mason, debout au fond de la salle, portant le costume bleu marine qu'elle lui avait autrefois fait retoucher. Il ressemblait exactement à la photo de mariage rangée dans son portefeuille, mais en plus froid. Et à côté de lui, riant et lui murmurant à l'oreille, se tenait une femme dans une robe de satin rouge. Le souffle d'Amelia se coupa. Astérisque Nancy astérisque. Le nom vint sans effort, sans pitié. Elle serra plus fort le sac à dos. Cela commençait à avoir un sens maintenant, et pas d'une manière qui la réconfortait. La salle éclata en applaudissements alors que les lumières s'atténuaient et qu'une pluie de confettis dorés tombait du plafond. Un quatuor à cordes commença à jouer doucement dans un coin, tandis qu'un animateur de l'hôtel leva un verre au micro. « Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous ce soir pour honorer l'incroyable Mason Carter pour son anniversaire. » Les invités applaudirent.
Amelia se tenait figée près d'un palmier en pot au bord de la salle de bal. Son dos pressé contre le mur, le gâteau tremblant dans ses mains. Elle regardait à travers la mer d'inviter l'homme pour qui elle venait de conduire pendant 12 heures. Son Mason, sauf que maintenant, il ne semblait plus être le sien. Ses yeux se fixèrent sur Nancy, la façon dont elle posait sa main sur la poitrine de Mason et lui murmurait à l'oreille comme si elle l'avait fait 100 fois. L'esprit d'Amelia battait la chamade d'incrédulité. Elle avait été remplacée, et pire, elle avait été oubliée. Pas un seul visage familier ne la remarqua. Aucun de leurs amis communs du bureau de Mason. Aucune des connaissances avec qui ils avaient autrefois dîné. Personne ne jeta même un regard dans sa direction. C'était comme si elle n'existait pas. Derrière le rideau de lumière tamisée, elle vit le moment où Nancy prit le couteau doré en relief. Avec Mason, ils coupèrent un grand et élégant gâteau noir et or, d'un design presque identique à celui qu'Amelia se souvenait que Mason avait décrit des années auparavant. Sa mâchoire se serra. Il se souvenait donc de sa fête de rêve. Il ne la voulait juste pas avec elle. Une femme en robe de cocktail bleu à côté d'Amelia se tourna vers son amie et dit « C'est si gentil de la part de Nancy d'organiser ça pour lui. » Surtout après ce qu'il a traversé avec le décès de sa femme. L'ami secoua la tête solennellement. « Oui, pauvre homme. J'ai entendu dire qu'elle était morte subitement. Un accident ou une maladie. » L'estomac d'Amelia se retourna. Un bruit assourdissant emplit ses oreilles. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, incapables de respirer. « Je ne suis pas morte, » murmura-t-elle. Les larmes lui piquant les yeux. « Je ne le suis pas », mais sa voix mourut sous le poids de la musique et des applaudissements. C'est alors que Mason se pencha et embrassa Nancy sur la joue. Pas d'hésitation, pas de deuil, juste la célébration. Et à ce moment-là, la femme qu'il avait embrassée sous une pluie de pétales à leur mariage devint la femme dont il prétendait maintenant qu'elle n'avait jamais existé. Amelia sentit le monde basculer sous ses pieds. Ce baiser n'était pas désinvolte. Il était intime, pratiqué. Quelque chose qui n'appartenait qu'à des gens qui avaient franchi le seuil du secret et vivaient maintenant confortablement au grand jour. Ses lèvres tremblèrent alors qu'elle reculait d'un petit pas dans l'ombre. Le bord de sa chaussure s'accrocha au tapis. Elle faillit laisser tomber le gâteau mais se stabilisa contre le mur. Ses bras commençaient à lui faire mal à force de le tenir, mais elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas partir. Une partie d'elle s'accrochait encore à une explication, même si son âme se fracturait par vagues lentes et implacables. Depuis combien de temps, se murmura-t-elle. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Chaque détail autour d'elle semblait être une trahison, les invités souriants, les toasts, les playlists qui incluaient une de leurs chansons d'anniversaire. Mason riait si librement. Les rides de stress qu'elle avait autrefois effacées de son front en l'embrassant avaient disparu. C'était comme si elle était morte et qu'il était revenu à la vie. Sauf qu'elle n'était pas morte, elle avait juste été effacée. La pire partie n'était pas le baiser. C'était l'absence d'hésitation sur son visage par la suite. C'était la façon dont il s'était tourné vers la foule, avait levé son verre et avait dit « À de nouveaux départs ». C'était la façon dont tout le monde avait applaudi comme s'ils y croyaient. Amelia s'avança légèrement, incapable de rester cachée plus longtemps. Mais elle s'arrêta. Que dirait-elle même? Quelle était sa femme? Qu'elle avait traversé une tempête juste pour être ici? Que le gâteau qu'elle tenait dans ses bras était fait de larmes et de prières? Non. Elle baissa les yeux sur la carte manuscrite collée sur le dessus de la boîte à gâteaux. Il était écrit, astérisque pour l'homme en qui je croyais, peu importe la distance, astérisque une seule larme coula sur sa joue alors qu'elle se retournait. Personne ne remarqua son départ. Personne ne posa de questions sur la femme dans l'ombre. La porte se referma derrière elle comme un cercueil. Et le son de ce baiser, fort, public, délibéré, résonna dans sa poitrine longtemps après que la musique se soit estompée. Amelia tituba de retour dans le hall, sa main agrippant le bord d'une colonne pour garder l'équilibre alors qu'elle luttait contre le vertige qui l'envahissait. Les murmures de la salle de bal étaient encore faiblement audibles, résonnant comme une moquerie dans le couloir. Elle essaya d'inspirer lentement, mais chaque respiration était saccadée, déchirée par la prise de conscience écrasante. Mason n'avait pas seulement tourné la page, il avait réécrit l'histoire. Elle s'appuya contre le mur froid, la boîte à gâteaux glissant de ses mains et atterrissant doucement sur le sol carrelé. Sa vision se brouilla de nouveau, mais cette fois,
ce n'était pas à cause de la tempête ou de l'épuisement. C'était à cause d'un chagrin d'amour qui ne venait pas avec le tonnerre, mais en silence. Un silence si vaste qu'il engloutit chaque bon souvenir qu'elle avait autrefois de leur vie commune. Son esprit essaya de reconstituer les pièces, de comprendre ce dont elle venait d'être témoin. Croyait-il vraiment qu'elle ne le découvrirait pas? Qu'elle resterait cachée dans le passé, oubliée et silencieuse, pendant qu'il jouait le veuf éploré? Un homme en smoking noir passa devant elle dans le couloir, s'arrêtant brièvement pour lui jeter un regard curieux. « Vous allez bien, madame ?» demanda-t-il, l'inquiétude brillant dans ses yeux. Amelia cligna des yeux, ravalant la boule dans sa gorge. « Oui, mentit-elle. Je partais juste. » Elle s'accroupit lentement, ses genoux tremblants alors qu'elle ramassait à nouveau la boîte à gâteaux. Elle semblait maintenant plus lourde, non pas en poids, mais en honte. Tout ce soir avait été un mensonge. Elle était entrée dans une histoire où elle n'existait plus, où les personnes qu'elle considérait autrefois comme de la famille trinquaient à sa mort comme si c'était un préambule nécessaire au nouveau départ de Mason. Un membre du personnel de l'hôtel ouvrit la porte du hall, laissant entrer une rafale de vent parfumé à la pluie. Amelia se dirigea lentement vers elle, comme quelqu'un quittant un enterrement, sauf que personne n'était mort, seulement sa place dans la vie de quelqu'un. « Morte » se murmura-t-elle à nouveau. Le mot s'accrochait à sa peau comme un bleu. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là avant de retourner sous la pluie. Mais au moment où elle le fit, c'était comme si le ciel pleurait les larmes qu'elle avait refusé de laisser couler à l'intérieur. Elle ne s'éloigna pas beaucoup de l'hôtel. La pluie était plus forte maintenant, implacable, et elle n'avait nulle part où aller. Sa voiture était garée sur un parking voisin, mais même cela semblait trop loin, trop froid, trop inaccessible. Ses jambes lui faisaient mal à cause du long trajet, son cœur encore plus. Elle atteignit l'auvent juste à l'extérieur de la sortie de secours de la salle de bal, une zone latérale calme rarement utilisée. Avec des doigts tremblants, elle posa doucement le gâteau sur le sol et s'accroupit à côté. Il avait l'air si petit et innocent dans sa boîte blanche, et pourtant il portait tant d'elle. Elle le fixa longuement. Le glaçage avait légèrement bavé à cause de la chute précédente, et la pluie avait commencé à s'infiltrer dans les bords en carton. Sa gorge se serra alors qu'elle retirait la note qu'elle avait écrite et collée sur le dessus. Elle la tint dans ses mains, fixant sa propre écriture. Astérisque pour l'homme en qui je croyais, peu importe la distance, astérisque ce n'était plus un message d'amour. Cela ressemblait à un éloge funèbre pour quelqu'un qui n'était pas mort, mais qui l'avait volontairement enterré. Alors que la pluie coulait sur les coins de la note, elle la plia une fois, 2 fois, puis la glissa de nouveau sous la boîte. Lentement, avec une grâce née de la défaite, Amelia se leva. Ses bras tombèrent mollement le long de son corps. Puis, dans un seul acte de reddition silencieuse, elle se retourna et s'éloigna, laissant le gâteau derrière elle. Elle ne regarda pas en arrière. Pas quand la porte grinça derrière elle, ni quand les rires se déversèrent à nouveau dans l'air nocturne. Ses talons faisaient de légères éclaboussures alors qu'elle marchait, son chemisier collant à sa peau. Elle ne se souciait même plus que son maquillage ait coulé, que ses boucles se soient effondrées sous le poids de la pluie. La vérité était qu'elle ne voulait plus être vue, pas comme ça. Ses doigts se refermèrent sur les clés de la voiture dans la poche de son manteau, et elle se dirigea vers son véhicule, chaque pas plus lourd que le précédent. Elle n'était plus la femme qui était venue avec de l'espoir dans son cœur et des cadeaux à la main. Elle était maintenant le témoin de sa propre effacement, et la pluie ne faisait rien pour cacher à quel point cela l'avait profondément coupée. Le parking était presque vide maintenant, à l'exception de quelques voituriers et membres du personnel de l'hôtel se déplaçant sous la pluie sous des parapluies noirs. Amelia atteignit sa voiture et déverrouilla la porte, mais au lieu d'entrer, elle se retourna et la dépassa. Juste au-delà du parking, près du côté du bâtiment, se trouvait un banc en bois sous un auvent en ruine. Il offrait peu d'abri, mais c'était quelque chose. Elle s'assit lourdement, ses vêtements trempés pressant inconfortablement contre les lattes du banc. L'air froid de la nuit mordait sa peau, mais elle ne scia pas. Son corps était engourdi, mais son esprit tournait. Ses yeux restèrent fixés sur les doubles portes vitrées de la salle de bal au loin. Elle s'ouvrait de temps en temps pour laisser échapper le son de la célébration, un rythme cruel qui se moquait d'elle à chaque éclat de rire, à chaque tintement de verre à vin. C'était sa vie là-dedans, ou du moins ce qu'elle était autrefois. Elle avait conduit pendant 12 heures, animée par l'amour et la dévotion, pour finalement réaliser qu'elle ne faisait plus partie de l'histoire de Mason. Pire, il l'avait complètement effacée. Un agent de sécurité passa lentement,
la regardant sous sa large casquette noire. « Vous avez besoin qu'on vous raccompagne ou quelque chose, madame ?» demanda-t-il. Amelia secoua doucement la tête. « Non, j'ai juste besoin que la nuit passe. » Il s'arrêta un moment avant d'offrir un petit signe de tête. « Vous allez bien ici ?» Elle hésita, puis dit « Je suis juste un fantôme. » « On ne voit pas les fantômes au fait, n'est-ce pas ?» Il la regarda une seconde de plus, ne sachant pas quoi dire. Puis, sentant que sa tristesse était plus profonde qu'il ne pouvait l'atteindre, il s'éloigna en silence. Amelia se pencha en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. L'eau de pluie coulait de ses doigts. Elle sentit la douleur dans sa poitrine comme un couteau tournant lentement. Elle avait aimé Mason tranquillement, farouchement, sans égoïsme, et maintenant elle était assise en dehors de la chaleur de sa joie comme une exilée. Mais elle refusa de crier, elle refusa de supplier. Son silence ce soir n'était pas de la faiblesse, c'était de la survie. Quelque part dans le vide de son souffle, une seule vérité résonnait. Ils l'ont célébré ce soir. Mais demain, ils se souviendront de son nom. John Matthews se tenait près du bar, sirotant lentement son verre. Son regard était fixé sur le couple au centre de la célébration. Il connaissait Mason Carter depuis près de 7 ans, avait travaillé à ses côtés à travers les promotions, les coupes budgétaires et même la quasi-fermeture de l'entreprise. Mais quelque chose ce soir ne lui convenait pas. Ce n'était pas seulement l'extravagance de l'événement. C'était la façon dont le sourire de Mason n'atteignait jamais ses yeux. La façon dont il tressaillait légèrement chaque fois que quelqu'un mentionnait le mot « avenir ». Et puis il y avait la femme, celle près du palmier dans l'ombre plus tôt. Il n'avait eu qu'un aperçu d'elle alors qu'elle sortait, mais quelque chose en elle avait touché une corde sensible. Sa posture, son expression. C'était familier, trop familier. John ne pouvait s'en défaire. Mason avait dit à tout le monde que sa femme était décédée. Mais John se souvenait de cette femme. Il l'avait vue une fois lors d'une retraite d'entreprise des années auparavant, debout à côté de Mason, la main dans la sienne. Son nom était Amelia, se marmonna-t-il. La femme qui était censée être partie. Il sortit quelques minutes plus tard, faisant semblant de prendre un appel. Mais ses yeux fouillèrent le parking et les coins sombres du terrain de l'hôtel. Et elle était là, assise seule sur un banc trempé par la pluie. Les épaules voûtées, les yeux vides. Son souffle se coupa légèrement alors qu'il se dirigeait vers elle. « Amelia » demanda-t-il doucement, ne voulant pas la surprendre. Elle leva lentement les yeux, la reconnaissance vacillant dans son regard. « John ?» Sa voix était à peine un murmure. « Il a dit à tout le monde que j'étais morte. » Il hocha la tête, la gorge sèche. « Je sais. Je ne l'ai pas cru, pas vraiment. Mais personne n'a posé de questions. Il l'a dit lors d'un dîner d'équipe il y a des mois. Nous a dit que c'était soudain. Personne ne voulait rouvrir cette blessure. » Amelia eut un rire amer, les larmes se mêlant à la pluie sur son visage. « Comme c'est pratique. Il m'a effacé et personne n'a demandé pourquoi. » John expira, passant une main dans ses cheveux humides. « As-tu un endroit où aller ?» Elle secoua la tête. « Juste un motel. J'avais besoin de voir par moi-même. » Il regarda en arrière vers le bâtiment. « Tu as fait plus que ça. Tu en as assez vu. Allez, laisse-moi te raccompagner à ta voiture. » Et pour la première fois cette nuit-là, elle laissa quelqu'un marcher à ses côtés. John tenait le parapluie au-dessus d'eux alors qu'ils retournaient au parking en silence, l'air épais d'un chagrin tacite. Quand ils atteignirent sa voiture, Amelia ouvrit la portière et s'arrêta. « Pourquoi penses-tu qu'il a fait ça ?» demanda-t-elle, sa voix basse, presque enfantine. John s'appuya contre le côté de sa voiture, les yeux fixés sur l'asphalte mouillé. Mason a toujours été un homme qui déteste l'inconfort. La confrontation, la réalité. Si tu as cessé de correspondre à l'histoire qu'il voulait raconter, il l'a probablement juste réécrite. Elle s'assit sur le siège du conducteur mais laissa la portière ouverte, ses mains agrippant le volant. Je lui ai tout donné, John. Je l'ai soutenu quand son père est mort. J'ai veillé des nuits pour l'aider à étudier pour sa maîtrise. J'ai eu 2 emplois quand il a été licencié. J'ai même vendu la dernière chose que ma mère m'a donnée juste pour que ce jour arrive. Sa voix se brisa. Et il a dit aux gens que j'étais morte. John déglutit, secoué. Amelia,
je suis tellement désolé. Je ne savais pas, il plongea la main dans la poche de son manteau et sortit une carte de visite. Écoute, je veux que tu parles à quelqu'un. Mon cousin est avocat, discret, confidentiel. Juste au cas où tu voudrais, tu sais, faire quelque chose avec ça. Amelia fixa la carte pendant un long moment avant de la poser sur le tableau de bord. Merci, murmura-t-elle. John hésita, puis ajouta, si jamais tu veux que je témoigne, je le ferai. Sur ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu. Je sais que Mason a dépassé les bornes. Elle hocha faiblement la tête, les bords de son expression se durcissant. Je ne sais pas si je veux me venger, John. Mais je veux que la vérité ait de nouveau de l'importance. Même si ce n'est que pour moi. Il fit un lent signe de tête, tapotant une fois la voiture avant de reculer. Tu ne mérites pas ça. Rien de tout ça. Amelia le regarda disparaître dans la brume du parking. Sa silhouette engloutie par la nuit. Elle resta assise là pendant un long moment, fixant la carte et les gouttes de pluie sur son pare-brise. Son cœur saignait toujours, mais maintenant il saignait avec un but. Quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne se noyait pas. Elle se souvenait comment respirer. Le motel était calme quand elle arriva. L'enseigne au néon bourdonnait comme une vieille blessure refusant de guérir. La chambre sentait légèrement l'eau de javel et les nuits oubliées, la peinture du plafond craquelée, la moquette délavée et une minuscule télévision boulonnée à la commode. Amelia laissa tomber son manteau sur la chaise et resta immobile au centre de la pièce, ses vêtements trempés collant à sa peau. Elle plongea la main dans son sac et sortit la petite pochette en velours où reposaient autrefois les bijoux de sa mère. Elle était vide maintenant, mais elle la tenait comme si elle avait encore du poids. Elle s'assit au bord du lit et la fixa, ses pouces caressant le tissu doux. Tu m'as toujours dit de ne jamais donner mon or à un homme qui m'offrait le silence, dit-elle à voix haute, sa voix tremblante. J'aurais aimé écouter plus tôt, maman. La pochette glissa de ses doigts et atterrit sur le sol. Elle ne fit aucun bruit. Elle ouvrit lentement sa valise, sortant la robe qu'elle avait prévu de porter ce soir. De la soie ivoire, de la dentelle délicate le long de l'encolure. Elle l'avait soigneusement repassée à la vapeur avant le voyage, s'imaginant la glisser, frapper doucement à la porte de Mason et voir son visage s'illuminer d'admiration. Maintenant, elle semblait être une relique d'une autre vie. Elle la posa sur le lit et la fixa comme si c'était un corps, quelque chose de sacré qui n'avait jamais été porté. Elle se glissa sous les couvertures, entièrement vêtue, trop fatiguée pour se changer. Son téléphone vibra une fois. Astérisque Suzanne astérisque. Elle l'ignora. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quelle sonnerie. Dehors, la pluie reprit de plus belle, tapotant sur la fenêtre comme un rappel. Astérisque les tempêtes ne choisissent pas leur camp. Elles tombent, c'est tout. Astérisque ses yeux dérivèrent vers le plafond tandis qu'elle murmurait, il ne m'a même pas pleuré. J'étais vivante, et il ne m'a même jamais cherché. Son souffle se coupa. Quel genre d'homme fait ça? Mais il n'y eut pas de réponse. Juste le bourdonnement du chauffage et la douleur de la trahison. La pluie ne l'emporterait pas. Jamais. La chambre de motel était encore enveloppée de silence quand Amelia attrapa enfin son téléphone. Il était 6h41 et la tempête dehors s'était calmée en une bruine sourde. L'écran était illuminé d'appels manqués et de messages, 3 de Suzanne, un d'un numéro inconnu. Elle hésita, puis tapa sur le nom de Suzanne. La ligne se connecta instantanément. Amelia. La voix de Suzanne se brisa comme si elle avait retenu son souffle pendant des heures. Tu vas bien? Où es-tu? Amelia inspira lentement, sa voix rauque. Je suis à Brentwood. Un motel près de la rue Jefferson. J'ai tout vu, Suzanne. Il leur a dit que j'étais morte. Il y eut une longue pause avant que Suzanne ne réponde, sa voix tremblant de rage. Quoi? Il a fait quoi? Amelia ferma les yeux. Il l'a embrassée devant tout le monde. Ils ont coupé un gâteau ensemble. Le même design qu'il m'avait dit qu'il voulait toujours. Il a organisé toute une célébration. Ma mort incluse. Suzanne ne parla pas tout de suite. Tout ce qui sortait du téléphone était une respiration. Une respiration rapide et furieuse. Je viens te chercher, dit enfin Suzanne, son ton d'acier. Non, murmura Amelia. S'il te plaît.
Pas tout de suite. J'ai besoin de m'asseoir avec ça. J'ai besoin de le ressentir avant de savoir quoi faire. Suzanne soupira profondément. Tu ne mérites pas ça. Tu ne l'as jamais mérité. Cet homme n'a jamais été assez bien pour toi. Il ne t'a jamais vu. Pas vraiment. Amélia baissa les yeux sur ses mains, portant encore de légères marques d'avoir agrippé le volant pendant des heures. Je crois que je le savais, dit-elle doucement. Quelque part au fond de moi, je crois que je le sais depuis longtemps. Je voulais juste avoir tort. La voix de Suzanne devint douce. Et maintenant? Amélia se leva du lit, se dirigeant vers le miroir au-dessus du lavabo. Elle fixa son reflet, les cheveux humides, les lèvres pâles, les yeux gonflés. Mais quelque chose de nouveau avait commencé à se former sous la brisure. La clarté. Maintenant, dit-elle, je laisse la vérité me rendre forte au lieu de petite. Et ensuite, je déciderai si la femme qui l'a enterrée est la même que celle qui se relève. Le silence de Suzanne fut sa réponse. Un soutien enveloppé de révérence. Appelle-moi quand tu seras prête, dit-elle finalement. Et quand tu le seras, je serai dans ton coin. Quoi qu'il arrive. Amélia raccrocha et se permit enfin de pleurer, non pas de faiblesse, mais de libération. De retour à la petite table près de la fenêtre du motel, Amélia sortit un journal usé relié en cuir. Les pages étaient tachées de ronds de café et de temps. La reliure était presque cassée après des années de manipulation. C'était le journal qu'elle avait commencé la première année de leur mariage. Rempli de petites notes pour elle-même, de lettres non envoyées à Mason, et de poèmes qu'elle n'avait jamais eu le courage de lire à voix haute. Elle l'ouvrit à une page dont elle se souvenait bien, datée d'il y a 6 ans. Astérisque ce soir, il est rentré tard encore. J'ai fait son ragoût préféré, mais il a dit qu'il n'avait pas faim. J'ai demandé comment s'était passée sa journée et il a marmonné quelque chose à propos de réunion. Mais même quand il est silencieux, je veux toujours que ça marche. Je veux encore croire que ce n'est qu'une saison, pas une éternité. Astérisque Amélia traça l'encre avec son doigt, comme si revivre le moment lui permettrait de le réécrire. Il y avait des dizaines d'entrées comme celle-ci, chacune un fil dans l'effilochage d'un amour qu'elle avait si désespérément essayé de maintenir cousu. Elle les lisait maintenant avec des yeux différents. Non pas les yeux d'une épouse mendiant une connexion, mais d'une femme réalisant que sa valeur n'était jamais enracinée dans sa reconnaissance. Une note pliée glissa de l'arrière du journal et atterrit sur le sol. Elle se pencha pour la ramasser. C'était une lettre qu'elle avait écrite mais jamais donnée, datée d'un mois après leur 5e anniversaire. Elle la déplia avec des doigts tremblants. Astérisque Mason, si jamais tu lis ça, j'espère que tu sais à quel point j'ai essayé. Je t'ai donné chaque morceau de moi, même quand tu me donnais des miettes. Je mettais encore la table, allumais encore des bougies, portais encore le parfum que tu disais aimer un jour. Mais je me sens comme un fantôme marchant dans notre maison. Et je suis fatigué de hanter un homme qui n'entend plus mon nom avec affection. Astérisque sa vision se brouilla. Elle pressa la lettre contre sa poitrine et laissa échapper un sanglot qui brisa le silence. Personne n'avait jamais entendu ces mots. Elle ne savait même pas qu'elle avait encore besoin de les entendre. Mais les lire maintenant lui donnait quelque chose qui n'existait pas la nuit dernière. La permission. La permission d'arrêter de pleurer un homme qui ne l'avait jamais vraiment pleuré. La permission d'arrêter de se demander pourquoi il avait changé et de commencer à se demander pourquoi elle était restée silencieuse si longtemps. Plus tard dans l'après-midi, John se pencha en arrière dans son fauteuil de bureau, faisant défiler ses emails archivés et les mémos internes de l'entreprise. Son esprit était agité depuis qu'il avait quitté Amélia la veille. L'image d'elle, assise sur ce banc, trempée et silencieuse, le rongeait. Il ne pouvait oublier à quel point elle avait l'air perdue ou à quel point tout cela était injuste. Il tapa sur le profil de Mason dans l'annuaire du personnel et fixa la fiche de contact. Quelque chose ne collait pas. Il se souvenait que Mason avait déposé un formulaire de congé de deuil en octobre dernier, citant la perte d'un conjoint. Ce devait être à ce moment-là que le mensonge avait été mis en branle. Il chercha dans les rapports internes des RH de l'entreprise et trouva le formulaire, signé, horodaté et scellé avec la signature numérique de Mason. Pas de notice nécrologique jointe, pas d'acte de funérailles, pas de certificat de décès, juste une histoire validée par quelques cases non cochées. Incroyable, marmonna John. Il cliqua sur l'enregistreur vocal de son téléphone et se prépara. Il s'approcha du bureau de Mason plus tard dans la journée avec le genre de calme qui précède une tempête.
«T'as une seconde?» demanda-t-il en entrant. Mason se versait un verre. Bien sûr, quoi de neuf? John ferma la porte. J'ai vu quelqu'un hier soir. Une femme. Son nom est Amelia. La main de Mason se figea en l'air, le verre tintant contre le bord. Elle ne va pas bien, dit-il lentement. C'est compliqué. John pencha la tête. Assez compliqué pour dire à tes collègues qu'elle est morte. L'expression de Mason se durcit. Elle m'a quitté émotionnellement bien avant que je ne passe à autre chose. J'ai juste officialisé la chose. C'est tout. John ricana. En prétendant qu'elle ne respire plus. Mason haussa les épaules. Elle a cessé d'être la femme que j'ai épousée. Elle est devenue terne, sans inspiration. Nancy, elle a ramené de la vie en moi. John se pencha en avant. Tu ne l'as pas seulement effacée de ta vie. Tu as menti à tout le monde. Et je pense que tu oublies. Certaines personnes croient encore que la vérité compte. Le visage de Mason se crispa. Tu ne comprendrais pas. Tu ne sais pas ce que c'est que de porter un poids mort. La mâchoire de John se serra. Non, mais je sais ce que c'est que de porter des regrets. Et toi, Mason, tu te noieras dans les tiens. Il sortit sans un mot de plus. L'enregistreur tournait toujours dans sa poche. Il ne savait pas ce qu'Amelia en ferait, mais au moins maintenant, elle aurait la preuve de l'homme derrière le masque. Nancy ajusta son bracelet clouté de diamants en revenant des toilettes dans la salle de bal. Ses talons claquaient sur le sol avec un rythme délibéré, attirant les regards admiratifs de quelques invités restants. Mais son sourire vacilla légèrement en passant devant la table du traiteur. C'est là qu'elle le vit. Une petite boîte à gâteaux blanche posée avec soin sur le bord d'une poubelle, à peine ouverte. La curiosité la tirailla. Elle se pencha légèrement, soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvait un gâteau Red Velvet fait maison, délicatement décoré de flocons d'or et d'un message sincère tracé en écriture cursive qui disait « Astérisque pour l'homme en qui je croyais, peu importe la distance ». Astérisque. Ses yeux se plissèrent et elle se figea. Aucune des boulangeries qu'ils avaient contactées n'avait livré cela. Et Mason n'avait rien mentionné à propos d'un gâteau surprise d'un ami. Le souffle de Nancy s'accéléra. Collée à l'intérieur du couvercle se trouvait une petite carte pliée. Elle la décolla et la déplia. À l'intérieur se trouvait un court message manuscrit signé « Astérisque Amelia astérisque ». Son estomac se retourna. Astérisque Amelia astérisque. Le nom qu'elle n'avait entendu qu'une seule fois, dans une conversation à voix basse avec Mason à leur début. Astérisque. Elle est partie il y a des années. Astérisque, avait-il dit alors, les yeux soigneusement gardés. Astérisque. Nous ne sommes pas en contact. Elle n'était jamais faite pour moi. Astérisque. Nancy n'avait pas posé de questions. Elle aimait être le nouveau chapitre, le nouveau départ. Mais maintenant, tenant cette carte à la main, un filet de doute s'insinua en elle. Elle traversa la pièce d'un pas décidé et trouva Mason près du fond, bavardant avec quelques collègues. Il faut qu'on parle, siffla-t-elle à voix basse, lui attrapant le poignet et le tirant à l'écart. D'où vient ce gâteau? Elle lui fourra la carte dans la main. Le visage de Mason perdit toute couleur en la lisant. Où as-tu trouvé ça? Demanda-t-il, la voix soudainement rauque. Réponds-moi, Mason. Est-ce qu'elle est ici? Était-elle ici ce soir? Son silence fut toute la réponse dont elle avait besoin. Alors elle est vivante. Tu as menti. Mason se massa les tempes. Nancy, ce n'est pas l'endroit. J'expliquerai plus tard. Elle recula, sa voix basse mais venimeuse. Tu as dit qu'elle était un souvenir, qu'elle avait disparu. Qu'il ne restait plus rien d'elle. Mason regarda nerveusement autour de lui, puis murmura, je devais le faire. Je ne pouvais pas avancer tant qu'elle existait encore. Nancy secoua lentement la tête, la prise de conscience se faisant jour. Alors tu ne l'as jamais enterrée. Tu espérais juste que personne ne trouverait la tombe. La porte du motel s'ouvrit en grinçant au son d'un coup auquel Amelia ne s'attendait pas. Elle avait à peine quitté sa chambre au cours des dernières 24 heures, survivant au café tiède et au silence. Elle jeta un coup d'œil à travers le rideau et vit un coursier de l'hôtel debout à l'extérieur, tenant une enveloppe Kraft dans une pochette en plastique. Livraison pour Amelia Carter, dit-il quand elle entr'ouvrit la porte. Ses doigts tremblaient en l'acceptant. Qui l'a envoyé? Demanda-t-elle.
L'homme haussa les épaules. Un type nommé John a dit que c'était personnel. Elle hocha la tête et ferma la porte. Assise au petit bureau, elle ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une clé USB et plusieurs pages imprimées agrafées ensemble. Ses yeux parcoururent la première ligne, astérisque transcription de la conversation enregistrée, John Matthews et Mason Carter astérisque alors qu'elle commençait à lire, sa poitrine se souleva et s'abaissa par vagues inégales. Astérisque elle a cessé d'être la femme que j'ai épousée. Nancy a ramené de la vie en moi. Elle était morte pour moi au moment où elle a cessé de briller astérisque chaque mot tranchait plus profondément que le précédent. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais ses mains restèrent fermes. Elle ouvrit son ordinateur portable, brancha la clé USB et lança l'audio. La voix de Mason emplit la pièce, calme, froide, sans remords. Il avait réécrit toute son identité avec une facilité chirurgicale. Astérisque elle me freinait astérisque, résonnait sa voix. Astérisque j'avais besoin de liberté. Astérisque Amelia se pencha en arrière sur sa chaise, fixant le plafond pendant que l'enregistrement continuait. Il n'y avait aucune trace de l'homme qui avait un jour juré de l'aimer à travers chaque saison. Aucune hésitation dans la voix qui la déclarait sans importance. Astérisque tu te noieras dans tes regrets astérisque la voix de John trancha enfin près de la fin. Amelia expira lentement. Non, John, murmura-t-elle. Il se noiera dans ma vérité. Elle rassembla les papiers et les glissa de nouveau dans l'enveloppe, puis attrapa son téléphone. Il ne s'agissait plus de vengeance, il s'agissait de reconquête. Suzanne, dit-elle lorsque l'appel fut connecté. Je suis prête. J'ai besoin d'un avocat. Un qui comprend que le silence ne signifie pas la reddition. La voix de Suzanne s'éclaira. Alors il est temps de faire en sorte que ton histoire soit plus forte que ses mensonges. Amelia hocha la tête, sa voix ferme. Et cette fois, c'est moi qui écrirai la fin. Suzanne arriva au motel plus tard dans l'après-midi avec un sac de voyage dans une main et des dossiers juridiques dans l'autre. Amelia ouvrit la porte, vêtue de vêtements frais, les cheveux tirés en arrière en un simple chignon. Il y avait une immobilité en elle maintenant, pas de l'engourdissement, mais un calme puissant que Suzanne n'avait pas vu depuis des années. On dirait quelqu'un qui a déjà pris sa décision, dit Suzanne en posant le sac. Amelia fit un geste vers le bureau où se trouvait l'enveloppe. Il a dit que j'avais cessé de briller, répondit-elle. Alors je vais lui rappeler à quel point je peux être aveuglante. Elles passèrent l'heure suivante à examiner la transcription, à organiser ses documents de mariage, ses relevés financiers et les preuves de leurs biens communs. Suzanne avait apporté le contact d'un avocat discret, Elia, qui les rejoignit par appel vidéo. Il n'y a aucune trace légale de divorce ou de séparation, confirma Elia, et aucun certificat de décès, évidemment. Ce que votre mari a fait, mentir sur votre mort, revendiquer le statut de veuf auprès de ses collègues, c'est de la diffamation. Nous pouvons monter un dossier très solide. Amelia se pencha en avant. Il a fait croire au monde que j'étais parti. Il a pris mon silence et l'a utilisé comme une arme pour se créer une nouvelle image. Je veux que cette image soit brisée. Mais je veux aussi ce qui m'appartient. Chaque investissement, chaque compte auquel j'ai contribué. Il ne peut pas m'effacer et garder des morceaux de moi. Elia hocha la tête. Nous déposerons d'abord une demande de déclaration de patrimoine. Une fois que cela sera déclenché, il devra répondre légalement. Ensuite, nous passerons aux dommages personnels, à l'abus émotionnel, à la fausse déclaration publique. Laissons le tribunal lire les mêmes mots qu'il a partagés en secret. Suzanne posa une main sur l'épaule d'Amelia. Tu n'as pas besoin d'être bruyante pour être puissante, Lia. Laisse ta vérité faire le bruit pour toi. Amelia ferma l'ordinateur portable et se leva, l'air autour d'elle transformé. Il voulait avancer sans regarder en arrière, dit-elle. Maintenant, c'est moi qui me tiendrai devant lui avec la vérité qu'il pensait avoir enterrée. Ce n'est pas juste un retour. C'est une résurrection. Sa voix ne trembla pas même un peu. La femme que Mason avait autrefois qualifiée de terne était partie. À sa place se tenait une tempête enveloppée de silence. Et enfin, Amelia avait fini de s'excuser pour son tonnerre. La salle de conférence bourdonnait d'anticipation alors que les cadres, les chefs de service et les membres du conseil d'administration remplissaient les rangées de chaises blanches et élégantes alignées devant la scène. Le sommet annuel de l'entreprise était plus qu'une célébration. C'était une scène pour le pouvoir.
Mason se tenait près de l'entrée arrière avec Nancy, ajustant le revers de son costume anthracite sur mesure. Il avait été choisi pour être le prochain directeur de la stratégie d'entreprise, une promotion en préparation depuis des années. Nancy se pencha, enlevant un grain de poussière de son épaule. « Es-tu prêt » demanda-t-elle. Il eut un sourire suffisant. « J'ai mérité ça. » Des flashs crépitèrent alors que le PDG montait sur le podium, microphone à la main. Aujourd'hui, nous récompensons un homme qui a redéfini l'innovation, la stabilité et le leadership en des temps turbulents, Monsieur Mason Carter. La foule applaudit. Mason se dirigea vers la scène avec des pas assurés, acceptant une plaque et un bouquet avec une humilité répétée. Mais juste au moment où il tendait la main vers le micro pour prononcer son discours, une journaliste du journal économique local se leva dans la foule. « Monsieur Carter » appela-t-elle d'une voix vive. « Avant d'applaudir trop fort, pouvons-nous parler de votre défunte épouse ?» La salle changea. Des murmures parcoururent le public. La prise de Mason sur le microphone se resserra. « Excusez-moi » répondit-il, les yeux plissés. « Votre femme, Amelia Carter » continua la journaliste. « Les dossiers montrent qu'il n'y a pas eu de divorce. Pas de notice nécrologique. Pourtant, plusieurs sources affirment que vous l'avez publiquement qualifiée de décédée. Pouvez-vous clarifier cela pour nous maintenant ?» Le visage de Nancy devint pâle à côté de lui. Le PDG avait l'air stupéfait. Les flashs commencèrent à éclater en succession rapide. Mason s'éclaircit la gorge, luttant pour maintenir son sang-froid. « Je pense qu'il y a eu un malentendu » balbutia-t-il. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Mais le silence qui suivit n'était pas un silence de respect. C'était de l'incrédulité. L'illusion qu'il avait construite si méticuleusement et si discrètement venait de se fissurer sous les projecteurs. Et du fond de la salle, invisible pour lui, John observait le tout avec une expression sombre. La justice, semblait-il, commençait à s'étirer les jambes. Amelia entra dans la salle de conférence juste au moment où la tension atteignait son paroxysme. Ses talons claquaient doucement sur le sol carrelé, sa posture droite, son visage composé comme de la porcelaine durcie par le feu. Elle portait une robe couleur vin sur mesure avec une chaîne en or autour du cou, simple, élégante, mais indéniablement royale. La salle sembla se fendre en deux alors que les regards se tournaient vers elle. Certains chuchotaient, d'autres haletaient. Mason, debout, figé sur scène, laissa tomber le microphone avec un grand bruit. Sa bouche s'entr'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Nancy se tourna lentement vers lui, ses yeux se rétrécissant de trahison. « C'est elle, n'est-ce pas » siffla-t-elle. « La femme que tu disais partie. » Amelia continua de marcher jusqu'à ce qu'elle atteigne l'allée avant, puis s'arrêta. « Défunte épouse » demanda-t-elle doucement. Sa voix tranchant le silence. « C'est un titre pour lequel je n'ai jamais signé. » L'attention se brisa comme du verre. Mason descendit lentement de la scène, le visage vidé de sa couleur. « Amelia, je peux expliquer. » Elle leva une main, le faisant taire. « Ne le fais pas » sa voix était calme, mais pleine d'acier. « Je suis venu pour entendre ton discours, mais maintenant, je pense que c'est à mon tour. » Elle se tourna vers le public. « Cet homme a dit à tout le monde que j'étais morte. Il m'a retiré de sa vie, non pas parce que je suis parti, mais parce que j'étais gênante pour sa nouvelle image. Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas une erreur. Je suis la femme qui s'est tenue à ses côtés pendant des années pendant qu'il construisait cette carrière. » La salle était sans souffle. Les cadres se regardaient les uns les autres, ne sachant s'il fallait bouger ou parler. Amelia plongea la main dans son sac et brandit une copie de leur certificat de mariage. « Ceci est toujours valide. Donc, à moins que quelqu'un ne m'ait enterré pendant mon sommeil, je crois que je suis bien vivante et toujours sa femme légale. » Mason fit un pas en avant, sa voix tendue. « C'était fini entre nous. » Amelia croisa son regard. « Tu n'as pas le droit de réécrire la vérité juste parce que tu en as assez. » Les applaudissements qui suivirent ne furent pas bruyants, mais ils suffirent. Assez pour briser le silence. Assez pour commencer à défaire son mensonge soigneusement tissé. Le lendemain matin, les réseaux sociaux avaient explosé. #épouse vivante était en tendance sur toutes les plateformes, avec des photos du sommet montrant Amelia brandissant le certificat de mariage avec une grâce inébranlable. Les organes de presse titraient « un homme déclare sa femme morte »,
elle entre en plein discours astérisque et astérisque. Un grand nom de l'entreprise fait face à une tempête juridique pour une fausse veuvage astérisque. Le nom de Mason n'était plus lié à l'innovation ou à la stratégie, mais au scandale et à la trahison. Nancy avait discrètement désactivé tous ses profilés, selon une fuite d'initiés, avait quitté l'hôtel peu de temps après l'incident, valise à la main et fureur dans les yeux. Mais c'est Mason qui a subi les retombées les plus immédiates. Le conseil d'administration a publié une déclaration le même après-midi. Astérisque en attendant un examen interne, M. Mason Carter a été placé en suspension immédiate. Astérisque son empire, construit sur la tromperie, commençait à s'effondrer brique par brique. Pendant ce temps, Amelia était assise en face de Suzanne dans un café au cœur du centre-ville. Son téléphone vibrait sans arrêt avec des demandes d'interview et des messages de soutien. « Tu es partout sur Internet », dit Suzanne en lui faisant glisser une tablette montrant article après article. « Tu es devenu un symbole de la vérité dans un monde de performance. » Amelia eut un sourire fatigué. « Je ne voulais pas la célébrité. Je voulais juste être vue à nouveau. » Suzanne tendit la main par-dessus la table, lui serrant la main. « Tu n'as pas seulement été vue, Lia. Tu as fait en sorte que le monde écoute. » Amelia hocha la tête, mais ses yeux étaient lointains. « Ce n'est pas fini. Je dois finir ce que j'ai commencé. Je veux que mon nom soit légalement lavé. Je veux une réparation pour chaque mensonge prononcé sur moi alors que j'étais encore vivante et que je respirais. » Suzanne leva sa tasse dans un toast silencieux. « Alors donnons-leur une histoire qui survivra au mensonge. » Et à ce moment-là, Amelia réalisa quelque chose d'important. Elle ne traversait plus la douleur seule. Elle l'emmenait quelque part. Quelque part de visible. Quelque part d'irréversible. Et ce n'était que le début. Amelia se tenait devant l'appartement qu'elle appelait autrefois sa maison, les clés toujours à la main, bien que ses doigts hésitassent sur la poignée de la porte. Le bâtiment n'avait pas beaucoup changé. La même rampe bordée de lierre. Le même vieil ascenseur qui gémissait à chaque étage. Mais quelque chose semblait peu familier. Elle entra prudemment. L'odeur de lavande, autrefois la sienne, avait été remplacée par quelque chose de musqué et d'étranger. La photo encadrée de sa mère qui se trouvait autrefois sur la console du couloir avait disparu. Le tapis qu'elle avait acheté lors de leur lune de miel à Marrakech, remplacé. Les murs de la chambre, autrefois d'un beige amande doux, avaient été peints en gris acier. Tout l'espace semblait vide, même dans sa modernité. Froid. Comme si la chaleur avait été effacée comme une tache. Elle se promenait lentement de pièce en pièce, chacune dépouillée de ses empreintes, de son essence. La maison qu'elle avait construite avait été vidée et redécorée à l'image d'un homme essayant d'oublier. Elle atteignit la bibliothèque, celle qu'elle avait assemblée elle-même, et passa ses doigts sur les titres inconnus. Les livres de poésie avaient disparu. Leur album de mariage manquait. Seuls des journaux d'entreprise et des magazines de design glacés restaient. Sur la table basse se trouvait un plateau en marbre contenant 2 verres à vin et une bougie étiquetée astérisque nouveau départ astérisque. Elle faillit rire. Il n'y avait rien de nouveau ici, juste un déni bien décoré. Avec précaution, elle plongea la main dans son sac et sortit un petit cadre photo en argent. À l'intérieur se trouvait une photo d'elle et de sa mère, front contre front, riant sur un porche ensoleillé. Amelia le plaça sur l'étagère, directement à côté d'une copie du prix de leadership de Mason. Un rappel, non pas une vengeance, mais de la vérité. Elle griffonna une note et la glissa derrière le cadre. Astérisque ceci était autrefois un foyer. Vous en avez fait un showroom. Au cas où vous oublieriez qui vous avez effacé, j'ai laissé un reflet derrière moi. Astérisque elle sortit sans se retourner, verrouillant la porte avec des doigts qui ne tremblaient plus. Dehors, le vent se leva comme s'il emportait les dernières traces de son ancienne vie avec lui. Mais elle ne les poursuivit pas. Elle avait déjà récupéré ce qui comptait, son nom, sa dignité, sa voix. Nancy était assise à l'arrière d'un taxi noir. Des lunettes de soleil perchées haut sur son nez. Son téléphone vibrant sans arrêt avec des pings d'amis, de journalistes et de collègues. Elle les avait tous évités. Mason avait essayé de l'appeler 3 fois, chaque tentative ignorée. Ses pensées n'étaient pas seulement en colère. Elles étaient fragmentées. Elle rejoua le clip vidéo. Celui d'Amelia debout dans la salle de conférence avec le feu dans les yeux et la vérité dans son ton. Il ne restait plus de déni. On lui avait menti.
Et pire, elle l'avait permis. Mais alors que le taxi s'arrêtait à un feu rouge, les yeux de Nancy tombèrent sur quelque chose d'inattendu sur son écran. Une photo floue d'une boîte à gâteaux avec une carte manuscrite. Astérisque pour l'homme en qui je croyais, peu importe la distance. Astérisque la légende disait, astérisque trouvé à l'extérieur de l'hôtel Arcadia, supposé provenir de la femme que Mason a déclarée décédée. Astérisque la poitrine de Nancy se serra. Elle n'avait pas vu cette carte auparavant. Elle ne savait pas pour le gâteau. Elle avait supposé qu'Amelia faisait juste du bruit. Mais maintenant, la culpabilité commençait à se mêler à sa colère. Elle se souvint de Mason riant dans la suite de l'hôtel, jetant nonchalamment une petite boîte à gâteaux plus tôt dans la soirée. Astérisque quelqu'un a déposé ça, pas de nom. Inutile astérisque, avait-il dit. Nancy n'avait pas pensé à vérifier. Mais maintenant, tout semblait différent. Son téléphone vibra de nouveau, cette fois de sa sœur. Astérisque c'est vrai? Savais-tu qu'il était encore marié? Astérisque Nancy laissa échapper un long soupir et répondit par SMS. Astérisque non. Mais maintenant, j'aurais aimé poser plus de questions. Astérisque son taxi s'arrêta devant son immeuble, mais elle resta assise. Elle ne pouvait pas bouger. Mason l'avait transformée en méchante dans l'histoire de deuil de quelqu'un d'autre, et cette vérité pesait plus lourd que n'importe quel scandale. Elle ouvrit son email et commença à taper. Astérisque à Amelia Carter, je vous dois plus que des excuses. Je vous dois une reconnaissance. Astérisque les mots ne venaient pas facilement, mais ils venaient honnêtement. Elle n'envoya pas l'email, pas encore. Mais elle le sauvegardait. Pour la première fois, Nancy ne pensait pas au contrôle des dommages ou à l'image publique. Elle pensait à une femme qui avait conduit 12 heures à travers une tempête pour livrer de l'amour à un homme qui l'avait jeté. Et cette femme, réalisa-t-elle, avait plus de force que Mason n'en méritait jamais. La salle d'audience bourdonnait de murmures silencieux alors que la juge entrait et prenait place derrière le haut banc. Amelia était assise du côté du demandeur, calme et composée dans un tailleur bleu foncé. Ses cheveux étaient soigneusement épinglés à l'arrière de son cou. Elia était assis à côté d'elle, organisant des dossiers. Mason, assis de l'autre côté de l'allée, évitait son regard. Son image autrefois immaculée était meurtrie. Son costume froissé aux manches. La presse n'avait pas été autorisée à l'intérieur. Mais cela n'empêchait pas le couloir d'être rempli de flashs d'appareils photo et de spéculations à voix basse. Il ne s'agit pas d'exposition, avait rappelé Amelia à Elia avant qu'il n'entre. Il s'agit de responsabilité. La juge appela l'audience à l'ordre et les débats commencèrent. Elia exposa l'affaire méthodiquement, fausse déclaration sociale, abus émotionnel, diffamation, dissimulation financière. Puis il joua l'enregistrement audio. Les mots de Mason résonnèrent dans la chambre. Astérisque elle a cessé de briller. Nancy m'a fait me sentir vivant. Elle était morte pour moi au moment où elle est devenue gênante. Astérisque personne ne bougea. Même la juge semblait troublée. Mason se leva pour parler, mais sa voix manquait de son poli habituel. Je n'avais pas l'intention de lui faire du mal. Je pensais que c'était fini entre nous. Émotionnellement, elle était partie. Je voulais juste un nouveau départ. La juge se pencha en avant. M. Carter, un nouveau départ ne vous accorde pas le droit légal ou moral de déclarer quelqu'un mort sans procédure régulière. Vous n'avez pas demandé le divorce. Vous avez créé un mensonge et vous vous attendiez à ce que le monde y croie. Amelia se leva pour sa déclaration finale. Sa voix était douce mais inébranlable. Votre honneur, je ne suis pas ici seulement en tant que femme qui a été trahie. Je suis ici en tant que personne qui a été effacée. Et si le tribunal permet que cela reste sans reconnaissance, il dit à chaque femme comme moi que le silence est plus crédible que la vérité. La salle d'audience était silencieuse. La juge hocha solennellement la tête. Ce tribunal reconnaît le préjudice émotionnel, la fausse déclaration et la tromperie financière subie par Madame Carter. Tous les biens communs doivent être examinés et restitués de manière appropriée. De plus, nous accordons des dommages-intérêts personnels en faveur de la plaignante. Amelia s'assit lentement, le cœur battant. Ce n'était pas la vengeance qu'elle avait gagnée. C'était la validation. La vérité enfin honorée dans un lieu où le silence régnait autrefois. La lumière du soleil se déversait par les fenêtres ouvertes d'un modeste studio niché au 2e étage d'un immeuble d'angle tranquille en ville.
Amelia se tenait derrière une longue table couverte d'échantillons de tissus, de catalogues d'événements et de plateaux de minuscules plaques nominatives dorées. Ses mains se déplaçaient avec une aisance confiante, arrangeant les articles pour son prochain événement. Une retraite d'autonomisation des femmes, pour laquelle elle avait été chargée de la conception. L'entreprise qu'elle avait discrètement lancée avec Suzanne, Heirloom Moment se développait plus vite que prévu. Les réservations affluaient chaque semaine. « Tu te rends compte que tu es complète pour les 2 prochains mois » cria Suzanne depuis le coin, équilibrant son ordinateur portable et une tasse de thé chai. Amelia sourit. C'est le premier genre de folie que j'accueille depuis des années. Elle se dirigea vers une étagère et récupéra une nouvelle boîte de livraison, l'ouvrant avec soin pour révéler un écrin en velours. À l'intérieur se trouvait un collier personnalisé, en or délicat, gravé du mot * survivant *. Elle traça la chaîne avec son doigt et murmura, « Cette fois, c'est pour moi. » La cloche de l'entrée sonna alors qu'un coursier entrait, lui remettant un petit paquet adressé. Elle l'ouvrit lentement et trouva un cadre à l'intérieur. Elle se souvint de qui elle était et les règles du jeu ont changé. Pas de signature, mais elle savait. C'était Nancy. Une conclusion silencieuse sous forme de reconnaissance. Amelia plaça le cadre à côté de son bureau de travail. La croissance se présente sous d'étranges emballages, n'est-ce pas, songea Suzanne. Des ennemis qui deviennent des messagers, une douleur qui devient un pouvoir. Amelia hocha la tête. Et un silence qui devient une force. Cet après-midi-là, elles finalisèrent des contrats, envoyèrent des invitations et rirent librement. Pas une seule fois le nom de Mason ne traversa ses lèvres. Non pas parce qu'elle avait oublié, mais parce qu'il n'occupait plus d'espace dans son devenir. Les tribunaux avaient rendu justice, oui. Mais la véritable victoire d'Amelia n'était pas dans la salle d'audience. C'était ici, dans ce petit studio, où elle avait construit quelque chose à partir de cendres sans demander la permission. Alors que les heures dorées s'installaient sur la ville, elle sortit sur le balcon et inspira profondément. L'air ne semblait plus lourd. La pluie avait cessé depuis longtemps. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas comme quelqu'un qui revenait de quelque chose. Elle se sentait comme quelqu'un qui avançait vers quelque chose d'entièrement nouveau.